Bonjour, notre invité aujourd'hui dans la grande interview sur Boursorama en partenariat avec l'Opinion, c'est le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Bonjour Raphaël. Bonjour David, bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. On est à l'Assemblée nationale évidemment, on va parler longuement de cette loi Pacte qui est examinée jusqu'à demain dans l'hémicycle. Mais il faut parler évidemment de ce qui se passe depuis quelques heures, de cette rentrée qui est décidément compliquée, c'est un euphémisme de le dire comme ça, pour le président, pour votre gouvernement, pour l'exécutif. On a eu il y a quelques semaines le numéro 3 du gouvernement, Nicolas Hulot, qui a quitté le navire. Là, c'est le numéro 2, c'est pas n'importe qui, Gérard Collomb, compagnon de route depuis le début du président Macron qui claque la porte. Est-ce que vous admettez, honnêtement, c'est un coup dur pour le président, simplement? Oui, bien sûr que c'est un coup dur. Mais la vie politique est faite de coups durs. Et quand on s'engage à ce niveau-là, avec la volonté qui est celle du président de la République et de toute sa majorité de transformer en profondeur le pays, il faut s'attendre à ces coups durs. Il y a des aléas, c'est un aléa. C'est une péripétie, dit le président dans les allées du mondial de l'auto. Il dédramatise, c'est normal, mais il minimise pas un petit peu quand même là? Non, moi je crois que ce qui compte surtout, c'est que nous gardions le cap. Gérard Collomb a fait un choix personnel. Il a préféré sa ville à son engagement gouvernemental. C'est son choix personnel. Qu'est-ce qu'attendent les Français? Moi, c'est la seule question que je me pose. Ils attendent de nous que nous poursuivions la transformation du pays. C'est là-dessus que nous avons été élus. Moi, j'ai été élu député de cette majorité il y a un peu plus de 14 mois. On m'a confié une mission et j'aime bien aller au bout de ma mission. Ma mission, c'est de transformer l'économie française pour qu'elle crée plus de prospérité et plus d'emplois pour tous les Français. Et rien ne me détournera de cette mission, ni une démission, ni les aléas de la vie politique. Qu'est-ce qui vous surprend le plus, Bruno Le Maire? C'est le choix de Gérard Collomb de rejoindre sa ville de Lyon, ou c'est la méthode pour quitter ce gouvernement qui a fait un petit peu de bruit? Je comprends que ça fasse du bruit. La méthode, elle surprend. Mais il faut encore, depuis plus de 15 ans que je suis engagé dans la vie politique, j'ai vu à chaque fois des choses surprenantes. La vie politique crée des surprises parfois détonnantes, celle-là en fait partie. La simple question que vont regarder les Français, c'est comment est-ce que nous réagissons à ce qui surprend effectivement tout le monde. Est-ce que le président de la République, le Premier ministre, la majorité, le gouvernement tiennent le cap? Ou est-ce qu'ils se laissent détourner de ce pourquoi ils ont été élus par ces aléas de la vie politique et par effectivement ce coup dur? Moi je crois, et je l'ai entendu de la bouche du président de la République au Conseil des ministres, tout le monde est déterminé à tenir le cap. Et c'est là-dessus que nous serons jugés. Moi je n'ai aucun doute. Nous serons jugés uniquement sur notre capacité à tenir le cap par gros temps. Monsieur le ministre, c'est important parce que c'est tout un symbole, Gérard Collomb. Il est là depuis le début, il suit l'aventure, c'est un des premiers compagnons de route du candidat Macron, à l'époque ministre de l'Économie et des Finances. L'un des premiers à croire en le président, en le futur président. S'il part, c'est qu'il n'y croit plus. Et puis le président qui subit un peu les événements, qui n'arrive pas à le retenir, c'est ça que les Français peuvent aussi retenir, non? Vous savez, la vie politique, c'est la vie puissance 10. Dans la vie, il y a des déchirements, il y a des ruptures, il y a des rapprochements, il y a des surprises, il y a des choses tout à fait inattendues. Et comme dans la vie, ce qui compte, c'est la manière dont on réagit à ces accidents qui sont imprévus, qui sont parfois douloureux, qui sont parfois déstabilisants. Les Français vont nous juger à notre caractère. Est-ce que nous avons du caractère? Et du caractère, c'est la capacité à tenir bon, même lorsqu'on rencontre des imprévus, même lorsqu'on rencontre des choses aussi difficiles ou déstabilisantes que le départ d'un ministre de l'Intérieur. Je ne suis pas là pour minimiser en vous disant que tout cela n'a pas surpris, n'a pas pu déstabiliser. On le voit bien. Simplement, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est notre réaction et notre capacité à garder notre calme, notre sérénité et notre détermination. Et dans cette affaire, on finit, après on parlera de la loi Pacte. Dans cette affaire, est-ce que ce n'est pas l'autorité même du président qui est mise en cause? Parce que, vu de l'extérieur, ça fait un peu une démission, enfin un départ rocambolesque. On a un ministre qui tord le bras, ministre d'État, qui tord le bras au président par 2 fois, en démissionnant 2 fois, refusé 1 fois par le président. Est-ce que dans cette affaire, ce n'est pas l'autorité, encore une fois, du président qui est bafouée? Et est-ce que, Bruno Le Maire, il n'y a pas un problème de management suite à tous ces départs successifs, il y en a eu plusieurs, qui forment une forme de hiatus par rapport aux réformes que vous portez, qui avancent effectivement, et on voit bien qu'au niveau du management, il y a un problème. C'est le Il y a président deux questions de la République. deux questions en une. Le président de la République
il tient son autorité du peuple français. Et c'est tout. Et c'est pour ça que dans ce genre de circonstances, l'essentiel c'est de revenir au peuple, d'écouter le peuple français, de savoir ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous. Il faut être toujours au peuple, au plus près de ce que le peuple français veut. Et le sens de notre élection, c'est aussi le sens de mon engagement comme ministre de l'économie et des finances, c'est de faire dans notre pays ce qui n'a pas été fait depuis 20 ou 25 ans dans la transformation économique et sociale. Donc l'autorité, le président de la République la tient du peuple, il faut revenir sans cesse au peuple, écouter ce qu'ils ont à nous dire et être au même niveau que le peuple français. C'est ce qu'il y a de plus difficile en politique. Pour ce qui me concerne, et ça répond à votre question, il n'y a pas de problème de management. Chaque ministre est à sa tâche. Ce qui compte à mes yeux, c'est dans quelques instants de pouvoir poursuivre l'examen du projet de loi sur la croissance et la transformation des entreprises, libérer les PME françaises, leur permettre de grandir. Là aussi, c'est revenir aux attentes des Français, aux attentes des entrepreneurs, aux attentes des salariés. Donc l'autorité du président n'est pas altérée? Absolument pas. Parce qu'il la tient du peuple français, il ne la tient ni des médias, ni des sondages d'opinion, il la tient simplement de son élection en mai 2017 comme président de la République. Alors on parle à Bruno Le Maire de votre loi Pacte que vous portez, qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale. L'objectif, il faut le rappeler, c'est de doper, notamment doper la croissance française, la croissance de nos PME, c'est très important. Un texte fleuve, il faut le dire, plus de 70 articles. Ça traite de la simplification de la vie des chefs d'entreprise, à l'épargne, les privatisations, les véhicules autonomes, la durée des soldes, la protection des intérêts stratégiques de la France. Qu'est-ce que vous répondez aux âmes chagrines qui vont vous dire « Oh là là, mais tout ça c'est illisible, c'est fourre-tout hein ». Je leur réponds que l'économie est complexe et que s'il y avait une solution magique pour permettre à la France de retrouver de la compétitivité, gagner des parts de marché à l'exportation et créer d'emplois, ça se saurait. Mais si quelqu'un a un article de loi qui permet en quelques lignes de régler tous les problèmes de compétitivité, de taille, d'innovation des entreprises françaises, qu'on me le présente et ça nous permettra d'avoir un débat plus court que celui que nous avons actuellement, même si je ne cache pas que je prends un immense plaisir à ce débat démocratique qui, je trouve, est de grande qualité. Mais l'économie, c'est complexe. Et si nous voulons tenir cet objectif, qui est de faire grandir nos PME, avoir plus d'entreprises de taille intermédiaire, avoir des entreprises financées en fonds propres et plus en dette, qui retrouvent un esprit de conquête, qui gagnent des parts de marché à l'exportation et qui créent de la prospérité pour tous les Français, il faut agir sur tous les leviers. Donc Pacte agit sur tous les leviers. Le financement. Il faut le simplifier, il faut le fluidifier, il faut plus de financement en fonds propres. L'innovation, il faut soutenir l'innovation avec le fonds pour l'innovation de rupture qui sera financé par les cessions d'actifs. Les seuils, c'est absolument capital si vous voulez que nos PME aient l'audace de grandir et de franchir ce fameux seuil fatidique de 50 salariés. Donc nous agissons sur tous les leviers pour être efficaces. Les seuils, la suppression notamment du seuil social, les seuils sociaux de 20 salariés, c'est cette mesure qu'on retiendra dans 10 ans. S'il fallait, à votre avis, un peu de prospective, dans 10 ans on se retourne, on dit tiens, la loi Pacte de Bruno Le Maire, la mesure qui a simplifié la vie des entreprises, dont on se souviendra avec votre nom, c'est quoi? C'est les seuils justement? Moi, j'espère qu'on se souviendra surtout qu'à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, la situation économique française s'est enfin améliorée et que la France a renoué avec la prospérité. C'est ça qui compte pour moi. Le reste, je vais vous dire, une loi, c'est un instrument. Enfin, moi, je ne cherche pas à garder mon nom dans les livres d'histoire par la loi Pacte, ce n'est pas du tout mon sujet. La loi, c'est un instrument au service des Français et au service de cette prospérité française. Comme responsable politique, je vais vous dire, je ne supporte pas d'aller dans des territoires et de voir des usines qui ferment et des entreprises qui sont mal en point. Comme citoyen français, je ne supporte pas de voir qu'aujourd'hui, vous avez encore 3 millions de chômeurs, 9% de taux de chômage, des jeunes qui galèrent pour trouver un emploi et des personnes qui, à 50 ans, on leur dit « vous ne servez plus à rien ». Donc mon objectif n'est pas de graver dans le marbre la loi Pacte, c'est que cet instrument soit puissant pour que dans 5 ans, dans 6 ans, parce que ça prendra du temps, la France devienne une des économies les plus compétitives en Europe. Mais il n'y a pas une mesure qui sort du lot qui serait la plus impactante, la plus forte, non, la plus... les seuils c'est important, mais la suppression du forfait social pour les salariés sans intéressement c'est important. Les privatisations que nous faisons actuellement, c'est des choix qui sont structurants. La redéfinition de la place de l'État et de l'entreprise dans l'économie, c'est absolument structurant, mais c'est au service d'un objectif, cette nouvelle prospérité française, qui ne doit plus reposer sur la dépense publique,
mais sur le succès de nos entreprises. Justement, cette prospérité française, Bruno Le Maire, vous dites qu'il s'agit d'un instrument puissant, cette loi Pacte. Vos services ont quantifié l'impact de Pacte, si je puis dire, sur l'économie française, sur la croissance. On arrive à plus 0,3% à l'horizon 2025. C'est 0,04 points par an. Tout ça pour ça, on a envie de dire. Est-ce que c'est un instrument puissant, vraiment ? Oui, je pense que c'est un instrument puissant. Et je pense que nous serons surpris par les résultats que donnera cette loi, par la capacité qu'elle aura à donner aux PME le signal que oui, elles peuvent grandir, oui, nous souhaitons qu'elles grandissent, oui, nous leur permettons de rebondir lorsqu'elles tombent, oui, nous facilitons leur transmission pour que tout cela s'inscrive dans le temps long. Mais Pacte n'est pas une baguette magique. Pacte est un des instruments d'une politique plus globale qui doit nous permettre d'aller vers cette prospérité française. Le premier instrument, ça a été la transformation fiscale du PLF de 2017, allègement de la fiscalité sur le capital pour mieux financer nos entreprises. Le deuxième instrument, ça a été la transformation du marché du travail, avec les assouplissements qui ont été mis en place par Muriel Pénicaud. Le troisième, la transformation de la formation, parce que je considère que le problème économique majeur aujourd'hui, c'est peut-être notre système éducatif. Quatrième brique que nous mettons maintenant sur pied, Pacte. Il y en aura d'autres. Il est évident que dans le courant de l'année 2019 et 2020, il faudra poursuivre dans ce sens-là. Pour les TPE, peut-être, les TPE qui regrettent qu'aucune mesure de Pacte ne les concerne directement ? Les TPE, elles vont bénéficier de la suppression du forfait social. Elles vont bénéficier des mesures de simplification. Mais si demain, nous pouvons alléger les impôts de production, qui pèsent terriblement sur la compétitivité de notre industrie, nous avons commencé à les baisser. Mais il reste très pénalisant pour notre industrie. Sur 70 milliards d'euros. Le forfait social, qui représente un demi-milliard d'euros, c'est typiquement un impôt de production. Mais je le concède bien volontiers, ils sont trop lourds, ça pèse sur la compétitivité de notre industrie, et j'espère que nous pourrons, d'ici la fin du quinquennat, baisser les impôts de production pour que le secteur industriel à quelle hauteur Vous pouvez donner un quantum, oui, parce qu'on est près à 3% de déficit. Je ne peux pas donner de quantum, je peux simplement dire, et le Premier ministre l'a rappelé il y a peu de temps, que dès que nous aurons les marges de manœuvre budgétaires nécessaires, notamment, je l'espère, par la croissance, il faudra s'intéresser davantage aux impôts de production. Pour quel objectif ? La reconquête industrielle. La France doit être un grand pays industriel. Mais il n'y a pas urgence, Bruno Le Maire, il n'y a pas urgence à baisser. Nous faisons sur déjà, ces impôts. Bien sûr qu'il y a urgence à faire cette reconquête industrielle, mais quand vous voyez ce que nous faisons sur les filières, ce que nous faisons sur le CICE, que nous transformons en allègement de charges définitif, la baisse de l'impôt sur les sociétés, le financement de l'innovation, le suramortissement qui vient d'être décidé par le Premier ministre pour que toutes nos PME industrielles puissent tout simplement acheter des robots et se digitaliser à un coût qui soit réduit. Qu'est-ce que ça manifeste ? Notre volonté totale de parvenir à cette reconquête industrielle. Parce que mon objectif, c'est que la France reste un grand pays de production. Pas simplement un grand pays de services, c'est très bien d'être puissant dans les services, mais dans le secteur agricole, comme dans le secteur industriel, il y a un besoin de reconquête. On a perdu du terrain, tout le monde le sait. On a laissé filer des usines, il y a des emplois qui ont été détruits. Mais il fallait pas justement baisser l'impôt sur les sociétés plus vite, aller plus vite vers le taux de 25%, aller plus vite sur les baisses d'impôts à la production. Toujours aller plus vite et croyez-moi, vous l'avez compris, je suis impatient qu'il y ait des résultats. Et si nos marges de manœuvre le permettaient, bien sûr que je pousserais un curseur plus loin ici ou un curseur plus loin là. Et quand mais ce qui compte, c'est que le cap soit tenu. Quand est-ce qu'elles arriveront, ces marges de manœuvre ? La trajectoire des finances publiques est connue jusqu'à la fin du quinquennat. Donc quand est-ce qu'on pourra enfin avoir ces marges de manœuvre qui manquent tant ? Moi, j'espère que d'ici 2 ans, on pourra toucher les premiers bénéfices d'une politique économique en profondeur et qu'on retrouvera ces marges de manœuvre. Mais il y a un cap, le cap est tenu. Sur la maîtrise des finances publiques, 5 points de dette en moins, 3 points de dépenses publiques en moins et 1 point d'impôt en moins parce que les impôts doivent baisser et que nous ne devons créer ni nouvel impôt ni nouvelle taxe, et vous savez que je me bats pour cela. Restauration de la compétitivité de nos entreprises et l'objectif au bout du compte, cette prospérité pour tous les Français. Vivre dans un pays dans lequel on sait qu'il y a effectivement du chômage marginal, mais que ça reste un accident de la vie et que tout le monde n'y est pas condamné. Vivre dans un pays dans lequel un entrepreneur se dit « je vais pouvoir grandir, me développer facilement ». Vivre dans un pays dans lequel on peut habiter dans la Creuse, dans le Gers ou dans des départements ruraux qui sont reculés en se disant « il y a de l'emploi, il y a de l'activité et je ne suis pas obligé de vivre dans une grande métropole ». Voilà quel est mon objectif.
pour les salariés, Pacte, c'est intéressant, vous l'évoquiez, vont pouvoir toucher plus d'intéressement puisque vous avez supprimé ce forfait social qui est une contribution, une taxe de 20%. Donc oui, il va rester plus, Bruno Le Maire, sur la fiche de paie. Mais je me dis, tiens, mais qu'est-ce qui va pousser, contraindre, obliger le chef d'entreprise à verser plus, pour le coup, de participation, d'intéressement? C'est à son bon vouloir. Hein. Oui, oui, mais je l'assume. Je pense que mais rien ne dit qu'ils donneront plus. Ouais. Si le débat aujourd'hui à l'Assemblée nationale, je rends hommage à tous les groupes d'opposition, est vraiment de qualité et fait honneur à notre démocratie, c'est que chacun défend des convictions profondes. Moi, ma conviction profonde, c'est qu'il vaut mieux les incitations plutôt que les obligations. Et qu'en matière économique, le rôle du gouvernement n'est pas de décider à la place des chefs d'entreprise, c'est de créer le cadre favorable qui incitera l'entrepreneur à prendre la bonne décision. Un patron de PME qui a 15 ou 20 salariés, qui aujourd'hui n'a pas d'intéressement parce qu'il y a un forfait à 20% et que c'est trop compliqué. Demain, il va, grâce à la loi Pacte, avoir la suppression de cette taxe, on appelle ça forfait social parce que c'est joli, mais c'est une taxe à 20% sur l'intéressement. Il saura qu'il n'a plus à la payer. Il saura qu'il a juste un clic à faire sur Internet pour avoir un accord d'intéressement très simple à signer avec ses salariés. Et il se posera simplement la question, est-ce que j'ai intérêt à avoir des salariés motivés ou pas? Je pense qu'un chef d'entreprise, il sait que son intérêt, c'est d'avoir des salariés motivés qui sont bien rémunérés quand l'entreprise réussit. Et pour les salariés qui veulent préparer leur retraite, il y a ce qu'on appelle le plan d'épargne retraite collectif, le PERCO. Pacte permet en fait, on va dire, que le PERCO suive tout au long de la carrière professionnelle du salarié avec un transfert sans frais sous certaines conditions, je crois que c'est moins de 5 ans. C'est super, mais pourquoi ne pas être allé au bout de cette logique et l'avoir appliquée, vous me voyez venir, à l'assurance vie? 70% des Français, ils sont favorables, n'est pas osé? Pour une raison qui est simple, c'est que l'assurance vie se porte très bien. C'est le placement préféré des Français. C'est 1700 milliards d'euros d'encours. Quasiment tout le monde a un contrat d'assurance vie. Donc pourquoi toucher à ce qui marche? Ça marche, l'assurance vie. Il y a une seule chose que nous pouvons améliorer, nous le faisons dans Pacte, c'est que l'assurance vie, on donne de la portabilité à un produit d'épargne retraite, mais pas l'assurance vie. Et parce que l'assurance vie, aujourd'hui, il y a beaucoup de fluidité sur les contrats d'assurance vie, que tout le monde ou presque en a un, que c'est solide, qu'il y a des garanties sur le capital. Seule chose qui peut être modifiée, et nous le faisons, c'est que l'assurance vie investisse plus en actions, donc dans le financement réel de l'économie française. C'est le fonds Euro-Croissance, et les assureurs se sont engagés à le développer fortement. Mais moi, je traite les vrais problèmes. Je n'essaye pas de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Le vrai problème, c'est l'épargne retraite. 200 milliards d'euros d'encours, c'est-à-dire que c'est complètement négligeable. Mais 60% des Français aimeraient pouvoir transférer leur contrat parce qu'ils ne rapportent pas assez, parce qu'il n'est pas assez moderne. Tous les Français vont pouvoir demain, tous les salariés français, avoir un contrat d'épargne retraite qui sera totalement portable s'ils changent d'emploi. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et duquel on pourra sortir en capital. Est-ce que vous pensez que ça va lever les freins au développement de l'épargne retraite? Qu'il y a deux autres choses. Il y a 3 points de déblocage qui sont massifs, qui sont puissants. C'est véritablement une révolution dans le système d'épargne retraite que nous avons mis en place. Le premier point, c'est que tous les contrats sont portables. Aujourd'hui, vous changez d'entreprise, vous changez de job, vous ne pouvez pas garder votre contrat. Très franchement, quand vous avez 25-30 ans, que vous dites que vous allez changer 2, 3, 4 fois de poste, ça ne vous incite pas à ouvrir un compte épargne retraite. C'est réglé. Deuxième incitation très forte, quand vous sortez, c'est vous qui décidez si vous sortez en prenant l'argent, le capital, ou si vous préférez qu'on vous verse une rente. La liberté. Parce que je crois à la liberté et je crois à la responsabilité. Et que vouloir faire le bonheur des épargnants à leur place, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure incitation possible. Troisième élément très fort de transformation de l'épargne retraite, tous les épargnants qui ont un compte épargne retraite pourront désormais liquider leur compte d'épargne retraite pour acheter leur résidence principale. Aujourd'hui, c'est réservé uniquement aux PERCO. Et donc, quand vous avez là encore 25-30 ans, que vous démarrez dans la vie et que vous avez du mal à épargner, si en plus ce que vous épargnez ne peut pas vous servir à acheter votre résidence principale, c'est totalement dissuasif. Là, vous avez cette incitation forte. Si vous voulez débloquer votre compte pour acheter votre résidence principale, votre logement principal, vous pourrez le faire, quel que soit votre contrat. Vous l'avez dit, Bruno Le Maire, l'épargne retraite, c'est à peu près 200 milliards aujourd'hui en France. L'objectif du gouvernement à la fin du quinquennat ou dans 10 ans, c'est d'atteindre quel montant? Moi, j'aimerais qu'on arrive à 300 milliards d'euros d'épargne retraite d'ici la fin du quinquennat. Ça montrerait que notre dispositif a été puissant
et que les salariés ont été convaincus de l'intérêt d'ouvrir un compte d'épargne retraite. On va parler des privatisations. Juste, il y a quelques heures, l'État a vendu 2,35% de Safran pour 1,2 milliard d'euros. On peut imaginer ou pas, réponse très rapide, de nouvelles cessions de titres d'ici à la fin de l'année ou c'est exclu D'ici la fin de l'année, ce n'est pas le plus probable, mais d'ici la fin du quinquennat, oui, pourquoi pas. Bon. Alors justement, c'est l'une des mesures les plus polémiques de la loi Pacte, c'est ce projet de privatisation ADP, la Française des Jeux, Engie. L'opposition, c'est son rôle de vous dire que voilà, vous vendez les bijoux de famille. La question c'est, qu'est-ce qui n'est pas cessible, qu'est-ce qui n'est pas vendable pour le ministre de l'économie et des Finances? Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas cessibles. Tout ce qui est au cœur de la souveraineté de l'État, je pense au nucléaire par exemple, ça n'est évidemment pas cessible. Tout ce qui a trait aux grands services publics, ça n'est pas cessible, que ce soit la SNCF, EDF, la Poste. Donc tout ce qui est au cœur des missions de souveraineté de l'État n'est pas cessible. En revanche, moi j'estime que sur d'autres activités, les aéroports, les jeux, on peut très bien concéder cette activité à un acteur privé, tout en gardant une régulation et un contrôle très forts. Il y a pourtant une inquiétude des Français autour de ces privatisations, notamment autour de la privatisation d'ADP. Alors on rappelle que ces privatisations sont là pour financer un fonds pour l'innovation, pour les innovations de rupture, un fonds de 10 milliards d'euros. Pourquoi ne pas simplement avoir placé des actions ADP dans ce fonds pour dégager un rendement de 250, 300 millions d'euros? C'est l'objectif qui sera assigné plutôt que de le placer en dette comme vous comptez le faire. Et qui financera l'innovation? Mais parce que rien ne garantit que les dividendes d'Aéroports de Paris ou de la Française des Jeux resteront à ce niveau-là. Aujourd'hui, ils sont élevés. Il y a quelques années, ils ont été très bas. Et puis, il faut bien financer aussi des investissements d'ADP. Enfin, ce n'est pas de très bonne politique que de récupérer ces dividendes de manière aléatoire pour financer l'innovation qui a besoin de stabilité et de perspective. Quel est l'objectif? Donc la dette française sera bonne pour ça, a priori. Oui, a priori. Mais quel est l'objectif de ces cessions d'actifs? C'est mettre de côté 10 milliards d'euros d'argent public qui vont rapporter 250 à 300 millions d'euros par an, c'est-à-dire sur 10 ans. Nous pouvons désormais, le président de la République, la ministre de la Recherche Frédérique Vidal, le ministre de l'économie, le Premier ministre, nous pouvons tabler sur 2,5 à 3 milliards d'euros pour financer des innovations qui sont des innovations que les entreprises ne peuvent pas prendre à leur charge parce qu'elles ne sont pas immédiatement rentables. Par exemple, la recherche sur l'intelligence artificielle. Par exemple, des recherches dans le domaine médical. Par exemple, des recherches sur le stockage de l'énergie renouvelable. On sait que ça va demander beaucoup de temps, beaucoup d'argent, mais que ce n'est pas immédiatement rentable. Donc on a besoin là d'argent public et d'investissement public. C'est le rôle de ce fonds pour l'innovation de rupture. Ensuite, vous l'avez dit, les Français se demandent mais est-ce qu'il y aura des garanties sur le contrôle des frontières? Parce qu'ils ont le souvenir, pardon, vous vous rappelez les privatisations des autoroutes? C'était à raison. l'époque de Dominique de Villepin, vous en rappelez? Il y a des erreurs qui ont été faites. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des augmentations de péages, les Français ont payé la facture quelques années après. Je pense que nous n'avons pas nous n'avons pas mis de garanties suffisantes au moment de la cession des autoroutes. Et moi j'ai tiré les leçons de ces privatisations. C'est là aussi le mérite d'avoir une expérience politique. C'est que je dis, cette fois-ci, il faut des garanties. Donc il y aura un cahier des charges très strict pour le futur ou les futurs investisseurs dans Aéroports de Paris. Sur les redevances, c'est-à-dire les tarifs aéroportuaires, qui est la question clé, ils seront négociés tous les 5 ans avec l'État, dans le cadre du contrat de régulation. Si jamais nous ne sommes pas d'accord avec le futur actionnaire d'ADP, c'est l'État qui aura le dernier mot. C'est lui qui fixera les tarifs aéroportuaire. C'est lui qui fixera le montant des redevances, tout simplement pour que les clients français ne retrouvent pas sur leur billet d'avion une augmentation des tarifs. L'État contrôle les tarifs. L'État contrôle les investissements, parce que l'actif d'ADP est un actif qui est absolument stratégique. Si le futur concessionnaire refuse de construire le 4e terminal de Roissy-Charles de Gaulle, nous disons, désolé, ce terminal est indispensable pour que Charles de Gaulle puisse continuer à se développer. Nous vous obligeons à le financer et à l'investir. Et au bout de la concession, c'est-à-dire au bout des 70 ans, l'État récupère l'intégralité des actifs d'Aéroports de Paris. Toutes ces contraintes, ça n'a pas pesé, c'est vrai, sur la valorisation d'ADP, toutes ces contraintes-là que... Je vais vous dire, je ne suis pas inquiet pour la valorisation d'ADP. D'abord parce que l'équipe actuelle a fait un super boulot et que par conséquent, Aéroports de Paris se porte bien. Et si nous pouvons ouvrir à une cession d'actifs,
c'est parce que l'équipe dirigeante a fait un très bon boulot. Et ensuite, le transport aérien est en pleine progression. Donc je pense que l'actif sera bien valorisé. Il y a un débat autour de l'entrée des départements de la Petite Couronne au conseil d'administration d'ADP. Les Hauts-de-Seine, notamment les Yvelines, souhaitent avoir une participation au capital pour pouvoir peser sur les décisions qui seront prises. On rappelle qu'il y a 6700 hectares de foncier encore disponibles chez ADP. Quelle est la position du gouvernement sur ce point? Moi, je suis favorable. Je suis favorable parce que… Ça n'a pas toujours été le cas, non, tout le monde n'a pas dit ça. Mais c'est, je crois, l'immense mérite d'un débat parlementaire. Ce n'est pas un débat de faux semblants, c'est un débat où les positions bougent. Je vous donnais 2 exemples. Le premier, c'est la question que vous venez de me poser. Nous n'avions pas prévu que les communes, les départements, les régions puissent rentrer au capital de l'aéroport de Paris. Et pour que ce soit possible, il faut une disposition législative. J'ai écouté ce que m'ont dit les élus locaux. Après tout, c'est les premiers concernés. Ne serait-ce que pour les nuisances sonores, le contrôle du respect de l'environnement. ADP a un impact environnemental considérable. Donc j'accepterai que par disposition législative, les collectivités locales qui le souhaitent puissent investir au moment où l'État cédera ses actifs dans l'aéroport de Paris. Elles pourront rentrer au capital de l'aéroport de Paris. Deuxième exemple, une proposition communiste qui était faite hier. Nous n'avions pas prévu dans le cahier des charges que le futur actionnaire ou les futurs actionnaires aient une obligation en termes d'emploi. Eh bien, nous mettrons noir sur blanc dans le cahier des charges que le ou les futurs actionnaires devront non seulement présenter leur projet industriel, mais aussi leur projet en termes d'emploi. Et je pense que c'est le signe d'un débat démocratique qui enrichit nos propositions et qui fait que nous avons un débat qui est serein, qui permet d'améliorer les propositions du gouvernement. Question courte, réponse courte. Sur ADP, l'État va conserver une minorité de blocage. Et quelle est la part, on voulait savoir aussi de l'actionnariat populaire qui pourrait être ouvert, soit pour les salariés, soit pour l'actionnariat populaire, également pour la Française des Jeux. La question se pose. Tout est ouvert. Tout est ouvert sur la place de l'État. L'État pourra garder une participation dans ADP. Cette participation pourra aller jusqu'à une minorité de blocage, même si le cahier des charges donne déjà des garanties très très fortes d'un maintien, d'un contrôle de l'État. Et l'État pourra céder l'intégralité de ses parts. Les 3 options sont sur la table et rien n'est encore tranché. Et le débat parlementaire doit nous permettre aussi d'éclairer cette question. Quant à l'actionnariat populaire, j'y suis très attaché. Non seulement pour la Française des Jeux, ça c'était prévu depuis le départ, mais moi je souhaiterais qu'au-delà de l'actionnariat salarié qui est déjà prévu pour ADP, qui va renforcer l'intérêt pour les salariés de cette opération, je souhaiterais qu'il y ait aussi de l'actionnariat populaire pour ADP. Parce que ces actifs sont les actifs des Français. Et j'aimerais que les Français puissent en prendre possession. Et quand est-ce qu'on pourra savoir le quantum qui sera réservé à l'actionnariat populaire? En 2019. Déjà, inscrivons le principe. Et en 2019, quand nous ferons l'opération, nous verrons quel est le quantum qui peut être réservé à l'actionnariat populaire. Bruno Le Maire, vous nous confirmez la désocialisation des heures supplémentaires qui sera avancée du 1er septembre au 1er juillet? Ça, c'est le Premier ministre qui prendra la décision, mais vous connaissez ma philosophie. Le travail doit payer. L'intéressement, la suppression des cotisations assurance maladie, assurance chômage, la suppression des cotisations sur les heures supplémentaires, c'est toujours la même idée. Le travail doit payer. Mais c'est pas arbitré, c'est pas encore arbitré. C'est pas encore arbitré, c'est le Premier ministre qui décidera avec le Président de la République, mais à mes yeux, le plus tôt sera le mieux, car les Français doivent savoir que les efforts qu'ils font, et je sais qu'ils font des efforts aujourd'hui importants pour participer à cette transformation du pays, ça paye. Et ça ne paye pas uniquement symboliquement, ça paye en bas de leur feuille de paye. Un mot sur les baisses d'impôts, Bruno Le Maire. On est sur l'opinion, sur Boursorama, les chefs d'entreprise nous regardent. Vous avez vanté près de 19 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les entreprises en 2019. Patrick Martin, le numéro 2 du MEDEF, dit lui que les impôts augmenteront en réalité de 4 milliards l'année prochaine parce qu'il met de côté l'effet bascule du CICE en baisse de charges qui n'est qu'un effet de trésorerie sur 2019. Que lui répondez-vous ? Je lui réponds, donnez-moi 20 milliards et puis je serai très content. Et je ne dirais pas que c'est un effet de trésorerie. C'est un crédit d'impôt qui est dû, cette bascule. J'ai lu avec attention cette interview, je ne vous cache pas qu'il m'a surpris. En 2019, les entreprises ont bénéficié à la fois du crédit d'impôt de 2018 et de l'allègement de charges immédiat qui résulte de la transformation du CICE. C'est, une fois encore, pour la trésorerie des entreprises, plus de 20 milliards d'euros. Ce n'est pas négligeable. Pour la trésorerie, mais ça n'améliore pas leur compte de résultat. La trésorerie, ça n'est pas négligeable quand on est chef d'entreprise ou même quand on est chef de famille. C'est toujours bien la trésorerie. Ensuite, je rappellerai
à M. Martin que nous avons engagé une baisse de l'impôt sur les sociétés, qui est une baisse massive. 11 milliards Passer sur de le quinquennat. 33,3 à 25%. C'est tout de même pas négligeable. Je rappellerai également que nous avons mis en place un prélèvement forfaitaire unique à 30% pour les revenus mobiliers. Ce qui veut dire que pour tous les investisseurs qui pouvaient être taxés jusqu'à 60, 62, 64%, c'est une incitation forte à investir dans notre économie. Donc c'est bon pour les entreprises. Nous faisons une politique qui est favorable aux entreprises et aux entrepreneurs parce que nous pensons avec le président de la République que c'est eux qui créeront les emplois dont les Français ont besoin. Je crois que les entrepreneurs, plutôt que de dire il n'y a pas assez de baisse d'impôts, ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez loin, je pense qu'ils ne se posent pas la bonne question. Et que la bonne question, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour aider un gouvernement qui aujourd'hui prend des décisions qui nous sont favorables, qui a une philosophie de création d'emplois qui correspond à ce que nous attendons. Comment est-ce qu'on peut faire pour nous prendre nos responsabilités? Parce que chacun doit être mis face à ses responsabilités. Le gouvernement, il fait une politique qui doit permettre à nos entreprises de mieux se porter et de créer des emplois pour tous les Français. Les entrepreneurs doivent prendre aussi leur part de responsabilité. La balle est dans le camp des entreprises. La balle est dans le camp aussi des entrepreneurs. Nous faisons notre travail. Les entreprises doivent aussi faire le leur. Dernière question, Bruno Le Maire. Pour Macron, pour le président, seul le résultat compte. Vous savez qui a dit ça? C'est vous. C'est moi. Il y a quelques jours, à Paris Mais ça Match. compte bien parce que c'est assez ma philosophie aussi. Est-ce que les résultats économiques, on finit là-dessus, sont là aujourd'hui, avec une croissance qui a calé, qui a patiné au premier semestre, avec des créations d'emplois qui ralentissent, avec un taux de chômage qui baisse, mais qui baisse très lentement? Qu'est-ce que vous répondez aux Français qui se disent, tiens, pour l'instant, la politique du président Macron, avec vous, pour l'instant, ça ne produit pas d'effet? Je ne suis pas d'accord avec ça. Elle produit des effets en matière de finances publiques. Nous sommes sortis de la procédure pour déficit public excessif, nous respectons nos engagements européens. Ce n'était pas arrivé depuis 10 ans. Ça n'était pas arrivé depuis 10 ans, c'est un fait. Nous avons une croissance qui est à 1,7%. On peut faire mieux et on va faire mieux. Enfin, c'est toujours supérieur à la moyenne de 0,8% des 10 dernières années. Le chômage aujourd'hui baisse. Il ne baisse pas assez vite, il ne baisse pas assez fort, mais nous commençons à faire baisser le chômage. Donc les premiers résultats, ils sont là. Ils ne sont pas suffisants. On doit aller plus vite, on doit aller plus loin, on doit démultiplier nos efforts pour parvenir à cette transformation complète d'un modèle économique qui reposait sur dépenses publiques, dettes et impôts, vers un modèle économique qui va reposer sur compétitivité des entreprises, innovation, exportation et création d'emplois. Ça prend du temps parce que c'est une transformation en profondeur et que cette transition-là prend du temps. Mais les premiers résultats sont là. Et si on tient le cap, je suis convaincu qu'ils seront encore meilleurs dans quelques années. Merci Bruno Le Maire donc d'avoir été l'invité de la grande interview sur Boursorama en partenariat avec l'Opinion. Merci Raphaël. Merci David. Merci à tous Bruno les Le deux. Maire. Au revoir.